Pierrick, tu es journaliste au service Capital Travail de l'Humanité, Ouais. spécialiste nouvelles technologies, enjeux politiques, réseaux sociaux, numériques. Numérique, travail, économie. Ouais. Voilà, c'est En ça. gros. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de Elon Musk. Ouais. Donc voilà, C'est c'est l'actu. un tout Il y a autre beaucoup d'actu. sujet, mais il y a beaucoup d'actu. Alors, on en a un petit peu discuté hier. Il y a évidemment plein de manières de parler d'Elon Musk, de son travail et des conséquences que son travail a sur la société. Peut-être, je te propose qu'on parte de l'actu. Ok. Ce sera La plus plus facile. chaude. L'actu, je sais pas si c'est la plus chaude, mais c'est une des plus chaudes. Et en plus, ça met en avant un petit contenu de l'humanité, donc ça fait toujours plaisir. Je vais Hop. écouter aussi du coup. Ouais. Donc c'est une vidéo qui a été réalisée hier, je crois, diffusée hier. On regarde ensemble, puis on en discute après, évidemment. Adolf Hitler était communiste. C'est ce qu'affirment Elon Musk et Alice Weidel, la chef de file du parti d'extrême droite allemand AfD. Une énormité vue des millions de fois sur X. Le milliardaire, fervent soutien de Weidel et Trump, s'en est pris aux médias qui bâillonneraient la liberté d'expression ou encore aux immigrés jugés dangereux. He was a communist, socialist guy. So, full stop, no more comment on that. Tant pis pour les communistes allemands envoyés en premier dans les camps de concentration avant d'être suivis par leurs camarades de France et des autres pays européens occupés. La réalité historique est que les nazis ont réprimé dans le sang le mouvement ouvrier communiste socialiste. Sur le plan économique, on est bien loin du communisme. Les nazis ont privatisé tout le secteur public nationalisé pendant la crise de 1929. Du côté de l'industrie, des entreprises clés de la métallurgie ont aussi été cédées au privé par Hitler, alors chancelier. Ces privatisations ont permis aux nazis de s'attirer le soutien des grands capitalistes lors de leurs premières années au pouvoir. Voilà, alors je pense qu'on va moins s'attarder ensemble sur l'aspect Adolf Hitler historique. était communiste. Ouais. Parce Surtout qu'il y a eu un chouette papier de Gaël Ouais, il y a 2 jours tout à là-dessus. fait. qui dit tout. Et puis c'est moins ta spécialité sur l'histoire du communisme et de battre en brèche toutes les fake news. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est cette alliance qui est en train d'être mise en scène et mise en forme entre Elon Musk et les prétendants au pouvoir européen, les prétendants au pouvoir d'extrême droite, là notamment en Allemagne. Parce que Elon Musk, donc on le rappelle, patron de Tesla, X, j'oublie. Neuralink, SpaceX. Voilà, beaucoup trop de choses. Boring Company. Bientôt peut-être TikTok, Ouais. peut-être On qu'on va en revenir si tu on veux. reviendra là-dessus après. Mais ouais, on discutait ensemble. En fait, derrière ces actualités, il y a un vrai projet politique d'Elon Musk. Peut-être, est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux quoi répertorier ça en différents points? Ouais, on va un peu segmenter les choses. Ouais. Mais je pense que là-dessus, il y a une stratégie de Musk, mais pas que, d'ailleurs, on pourra y revenir, sur le fait de diviser un peu les gouvernements européens. Donc il soutient les gouvernements ou les partis d'extrême droite, donc on le voit en Italie, ils sont au pouvoir, mais on le voit aussi en Allemagne avec l'AfD, on peut le voir en Angleterre, même si l'Angleterre est plus en Europe. L'idée, c'est ce qui est vachement important pour lui, là, c'est d'affaiblir les réglementations européennes. Donc s'il désunit l'Europe, ça rend beaucoup plus compliqué pour les Européens d'appliquer leurs règlements. Celui qui embête le plus Musk, c'est le Digital Service Act, qui est un règlement en gros qui dit qu'on n'a pas le droit de publier n'importe quoi sur les grosses plateformes, qu'il faut respecter la loi en fait, des choses basiques comme alors il y a la désinformation, il faudra peut-être qu'on y revienne, mais il y a beaucoup de proxénétisme, c'est sur Twitter, beaucoup de proxénétisme, du racisme, de l'incitation à la haine, des choses qui sont illégales dans le droit européen et qu'il ne respecte pas. Et en fait, c'est un peu un rapport de force, quoi, parce que on a vu que Pavel Durov s'était fait arrêter en France pour ces mêmes raisons. Le fondateur et patron de Telegram. Il y a quelques mois. Et en gros, si Musk maintient si Musk est puissant, il se fera pas arrêter à la sortie de l'avion. En gros, c'est un peu ça qui se joue, quoi. C'est aussi c'est ça. Et ce qui est aussi intéressant à voir là-dessus, c'est pourquoi. Il y a la lumière qui nous refait défaut, c'est bizarre, ça a fait ça tout à l'heure. En plus, Franck vient de partir. Donc, si jamais la technique nous entendait, il y a la lumière qui refait des siennes. C'est pas mal comme ça. On est un peu sombre, ça fait un peu ambiance tamisée. Bon, c'est pas grave, continuons. Pourquoi les patrons de Google, de Facebook et d'Apple sont aussi venus
chez Trump, un peu pour chercher une protection. Enfin, il y a un truc vachement féodal là-dedans, je trouve rigolo, quoi. On vient chercher protection, prêter Du allégeance. seigneur, Ouais, c'est ça. du seigneur Dans Trump. le fief de Mar-a-Lago. Et c'est parce que eux, ils sont plutôt sous la menace du Digital Market Act, notamment, donc le règlement sur les marchés. Donc, en gros, qui défend la libre concurrence au sens européen du terme. Donc ouais, tu disais, il y a un vrai rapport de force qui est en train d'être installé, avec d'un côté Elon Musk notamment, qui essaye de déréguler les normes européennes, notamment concernant les réseaux sociaux, Internet, etc. Et de l'autre côté, l'Europe qui essaye un peu de se protéger, mais en même temps, les potentiels dirigeants d'extrême droite, donc tu parlais d'Italie avec Giorgia Meloni, l'AfD en Allemagne, en Angleterre, etc. Ouais, mais Qui- Orban, Orban, il voilà. va partout. Quoi, Il va partout. En France, pas trop encore. Bah, je pense qu'il a du mal à comprendre la différence entre Zemmour et le RN. Et autant les Zemmouristes sont proches, veulent être proches de Trump, autant le RN, je sais pas s'il n'y a pas encore la connexion qui s'est faite. Bah, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu pris leur distance, mais en même temps, ils avaient félicité lors de son élection, donc c'est vrai que peut-être qu'il y voit pas encore assez clair. Mais donc oui, il y a ce vrai enjeu de rapport de force pour que l'Union européenne, à travers le DSA, donc le Digital Services Act, dérégule les réseaux sociaux pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais, en gros, qu'ils n'ont pas appliqué le droit, quoi. Voilà, tout ça sous le grand mot liberté d'expression, parce que c'est un truc, c'est le truc qu'ils appliquent, enfin qu'ils font ressortir tout le temps. C'est pas qu'ils veulent déréguler juste pour déréguler, c'est parce qu'ils veulent que chacun et chacune puisse s'exprimer librement sur le réseau. C'est ça. Il y a un truc on va dire de économique, quoi, d'intérêt économique, qui est ne pas avoir à appliquer le droit. En gros, pouvoir faire leur business sans avoir à appliquer le droit. Et puis il y a un truc de logique idéologique derrière. Et là, c'est vrai qu'il y a. Enfin, c'est pas que économique, l'alliance de Trump et de l'extrême droite, c'est aussi idéologique. Mais là, alors là, je veux bien faire un point, je vais essayer d'être rapide, mais c'est qu'en fait, je pense qu'on se plante assez régulièrement quand on essaye de faire rentrer Musk, mais je pense de manière assez générale beaucoup de Nord-Américains dans des cases. C'est qu'on a notre vision de l'idéologie qui est très française. C'est-à-dire on écrit des bouquins, il y a une cohérence idéologique, on a peu le droit de changer d'avis. Et puis, il y a tout un principe de contrôle avec des universités, etc., qui viennent valider ou invalider ça. Puis l'idéologie, c'est quand même quelque chose qui, en gros, c'est des penseurs qui se mettent après leurs idées au service de partis, dans le but de prendre le pouvoir. C'est pas du tout ça, comme ça que ça marche aux États-Unis, et surtout pas dans la Silicon Valley. Donc Musk, il a plein d'idées, un patchwork d'idées, et qui pas spécialement dans des plus de livres, mais qui prend dans des blogs, sur des gens qui tweetent, des gens qui font des conférences TEDx. Et donc, on a l'impression que c'est pas cohérent, qu'on n'arrive pas à mettre en fait un mot dessus, en mode... voilà, c'est pas comme si... voilà, il n'y a pas un de mots en isme qui détermine la pensée de Musk. Il y en a bien un qui me vient en tête, Il y en mais a je suis plusieurs. sûr. Vas-y, dis. Il y a le proto-fascisme, des choses comme ça. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent relever du fascisme. Mais du coup, on peut faire un peu quand même comment dire, une liste de ce en quoi de ce à quoi il se réfère, il s'inspire ou choses comme ça. Alors, lui-même s'est défini une seule fois politiquement en disant qu'il était une sorte de libertarien. Alors peut-être va falloir expliquer un peu ce que c'est libertarien. C'est une pensée un peu qui fait suite à la pensée du libéralisme, qui est en gros du moins d'État possible. Ce qui rejoint un peu la notion de dérégulation qu'il veut. Ouais, tout à fait. Et là-dessus, il précise une sorte, parce qu'il est quand même très très dépendant des commandes de l'État. Et du coup, il est libertarien, mais que quand il s'agit des impôts et effectivement de la régulation, notamment environnementale et financière. Pour le reste, et en plus, il
il y a un côté assez autoritaire qui fait qu'il n'est pas non plus contre un État fort qui contrôle les frontières, qui a une armée et une politique spatiale et qui paye les fusées à SpaceX. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit crypto-fasciste. Ouais, ça marche pas mal. Ça pourrait aussi. Donc libertarien, est-ce qu'on pourrait résumer ça, je sais pas, mais c'est la version d'après du néolibéralisme, c'est encore le stade d'après ou c'est un peu plus complexe que ça En fait, c'est avant. La pensée libertarienne, elle précède ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Et ce qui est intéressant chez les libertariens, donc il y a une bible du libertarianisme qui s'appelle La Grève d'Ayn Rand, qui en gros c'est les riches qui font sécession, et c'est assez intéressant parce que c'est là où on voit que ça a vachement infusé dans la pensée de la Silicon Valley, c'est-à-dire en fait les pauvres avec pensée socialiste, etc. Ils vont jamais avancer, ils vont mener le monde à sa perte, etc. Donc les riches décident de faire sécession et de créer un monde parfait pour eux, entre les meilleurs. Parce que qui dit les riches, dit les meilleurs sont le... Si les gens sont riches, c'est parce qu'ils l'ont mérité, parce qu'ils ont travaillé dur et parce qu'ils sont particulièrement intelligents. C'est ça. C'est la seule valeur du mérite, c'est la richesse. Voilà, c'est ça. Mais après, faudrait aussi revenir sur toute l'idéologie qui est sous-tendue derrière la méritocratie. Mais ouais, il y a quelque chose là-dessus et qu'on retrouve du coup dans une autre pensée qui inspire beaucoup Musk et ses soutiens, qui est, on peut dire, le long-termisme, qui vient de Grande-Bretagne, où ils appellent ça aussi un truc genre l'altruisme efficace. Mais en gros, qui est de dire ils sont les meilleurs. Donc, alors les meilleurs, c'est le cerveau uniquement. C'est pas le corps, parce que l'humain est faillible. Donc c'est un peu une pensée transhumaniste, mais qui va... Tiens, là-dessus, si tu veux me pointer, dans ce que je dis, je paraphrase pas mal Olivier Alexandre. Attends, je l'avais mis, le lien, il est là. Sur les patrons ouais, c'est ça. Et je vous conseille vachement à tous son bouquin qui s'appelle La Tech. C'est un super sociologue qui a plongé, et puis de le suivre aussi sur les réseaux sociaux, qui est vraiment je trouve le plus intéressant en ce moment pour expliquer ce qui se passe, quoi. Et ouais, du coup, je reviens au long-termisme. Ils disent, en gros, c'est un peu l'idée que le corps, chez les transhumanistes, le corps est faillible, donc il faut l'amener par la technologie ou voire limite le couper. Certains disent qu'il va falloir télécharger sa conscience, donc son cerveau, dans une machine pour vivre éternellement. Mais du coup, voilà, toute l'intelligence et le cerveau. Et si c'est les meilleurs, c'est donc le cerveau et l'ADN. Leurs capacités de cerveau sont inscrites dans leur ADN. Et donc, il faut qu'ils se reproduisent le plus possible. Donc, c'est là qu'on voit que pourquoi Musk a eu 11 enfants. 12. Enfin, il y en a eu 12, mais il y en a un qui est mort. Ah merde. Donc, il n'y en a plus que 11. Ouais. Oui, c'est une vision un peu nataliste, voire presque un peu survivaliste aussi de la société. Ouais, eugéniste. Eugéniste, oui, bien sûr. Ils disent que c'est il y a un côté survivaliste, il y a moyen chez Musk, qui est un peu, par exemple, chez Zuckerberg, le patron de Meta, parce que lui, il dit qu'effectivement, il pense que ça va vraiment aller mal, donc il a acheté une île à Hawaï, autonome, avec... il a fait des plantations, il a toutes ses centrales électriques, etc. Il se prépare, lui, à faire sécession, quoi, quand ça va péter. Chez Musk, c'est plutôt, on va y revenir, c'est plutôt, on va épuiser la Terre, toutes les ressources, et on va aller sur Mars, on va épuiser Mars, on ira ailleurs, et on va on le laissera que descendre derrière nous, quoi. Mais c'est pas grave, lui, il dit que c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Un projet, c'est bien. Optimiste. Il y a un truc, Musk, il cite pas mal Genghis Khan. Alors, il y a une idée alors, je sais pas, il faudrait vraiment vérifier cette histoire, mais en gros, il y a une idée que
Genghis Khan a fait tellement de descendants, alors il a eu 14 enfants qui ont eu eux-mêmes plein d'enfants, etc. Et que maintenant, 0,5% de la population mondiale serait des descendants de Genghis Khan. Ça, c'est quelque chose qui le fait vraiment rêver. Ouais, j'ai vu beaucoup tourner ça sur les réseaux sociaux. Effectivement, il faudrait vérifier si c'est pas une fake news. Mais effectivement, c'est. Donc, on rappelle peut-être que Genghis Khan, c'est au moment. Enfin, je m'y connais très peu. C'est au XIIIe siècle, voilà, 13e siècle. Scène des invasions mongoles. Voilà. Et en fait, je crois qu'on peut le voir dans Mulan. Je crois que c'est dans Mulan où il est dans le Disney. Je crois que c'est la seule référence de Genghis Khan que j'ai. Mais voilà, c'est en tout cas une figure vantée pour il a conquis une très grande partie de l'Asie, quasiment jusqu'aux frontières de l'Europe. Et effectivement, il avait une appétence pour la guerre et pour la reproduction assez folle, ce qui a l'air de séduire beaucoup Elon Musk. Tout à fait. Une de ses autres références à Musk, c'est Idiocratie, le film, où donc il aime beaucoup les références au film. Donc c'est un film où en gros, l'histoire, c'est que il y a plus que les pauvres et du coup les moins intelligents qui continuent à faire des enfants parce que voilà, du côté des intellectuels, ils se disent ah bah non, c'est pas le moment, on peut pas. Voilà. C'est certains gauchistes qui veulent pas se reproduire. Ça. Je sais pas si c'est les intellectuels dont ils pensent, mais moi, auxquels ils pensent, mais bon. Et du coup, voilà, le monde est devenu une espèce de catastrophe où tout le monde est gavé de soda et mange n'importe quoi et tout le monde est complètement idiot. Et voilà, il dit que c'est ce vers quoi on va, donc il incite cette espèce d'aristocratie de la Silicon Valley, de la Silicon Valley plus ou moins, parce qu'il trouve que c'est devenu un ramassis de gauchistes maintenant, mais ces esprits brillants, entrepreneuriaux et riches, à se reproduire, à faire beaucoup. Bon, apparemment, c'était pas du tout Genghis Khan dans Mulan, j'ai dit n'importe quoi. C'était chez New, mais bon, tant pis. Donc, vraiment... Ça se passe chez les Indiens d'Amérique, ça, Mulan, non? Attends, en fait, je confonds alors. Bon, bref. Je sais plus. Mais peu importe. Enfant, il y a pas longtemps. Mais ouais, c'est pour ça. Ouais. Même c'est vrai que la population mondiale à l'époque de Khan était beaucoup plus petite, donc son idée est complètement conne à Musk encore. Oui, c'est pas étonnant. Je vous conseille les séries de vidéos historiques sur le sujet réalisées par le camarade Hérodote, c'est vrai. Mulan, c'est en Chine. Oui, voilà. Quand même. Voilà, Pocahontas. Voilà, on dit n'importe quoi. C'est pas une émission Disney. C'est pas un stream Disney. Non. Pourtant, normalement, je suis pas trop mal en Disney, mais là, ouais, désolé Mathilde. Bon, reprenons au lieu de dire des bêtises. Donc les riches intelligents avec un ADN particulièrement bon veulent se reproduire entre eux. Ça, c'est le projet de société d'Elon Musk. Ouais, c'en est un. En fait, ça fait partie. Là, c'était un peu histoire de lister un peu des bouts de choses qui constituent sa pensée. Je vais pas dire un corpus idéologique, vu que il n'y a pas vraiment de corpus idéologique derrière. Par exemple, ce truc de long-termiste, ça vient d'un blog, en fait. C'est pas un... Alors depuis, il y a eu un mec, j'avais noté, William MacAskill, qui a écrit un bouquin qui est ce que nous devons au futur, des enfants de riches. Mais il n'y a pas de, à l'époque, il n'y a pas d'idée. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pensée de Musk? Il y a un côté viril. Ça, masculiniste. Ouais. Et donc, comment dire? Alors, on a du mal à savoir dans quelle mesure il est vraiment très sexiste lui-même, mais en tout cas, dans son fan club, là, les Musketeers, comme ils s'appellent. Je savais pas qu'ils avaient un nom de communauté. Si. Dans Musketeers, donc les larmes de Musk? Non, tu sais, c'est les mousquetaires en anglais, ça se dit Musketeers. Du coup, ils ont repris le truc. Du coup, c'est Musketeers. Non, Musketeers. Mais du coup, tu as en plus ce côté un peu de commu d'hommes et en plus un peu, avec le côté un peu à la fois viril et martial que ça représente, quoi. Et ça se retrouve aussi vachement dans les liens que Musk entretient avec la communauté crypto. Oui, quelqu'un parlait de crypto-fascisme tout à l'heure. Ouais. Et là-dessus, il y a comme un... Alors, je vais m'essayer un peu de la sociologie de comptoir, mais... On est là pour ça. Il y a un truc quand même dans le monde de la crypto donc c'est que des hommes blancs assez jeunes et
qu'ils ont perdu en fait un peu des privilèges qui leur seraient dus, comme Ouais. et c'est pour ça, enfin, je vais faire un lien aussi justement vers l'anti-wokisme de Trump et de ces justement des gens du monde des cryptos. Mais en fait, tu as ça, tu as ce côté que, comme si les femmes et les étrangers leur avaient un peu empiété leurs privilèges. Mm. Et du coup, ils se sont retrouvés dans ce groupe crypto en essayant de faire un truc justement cryptique, ou en disant ah oui, c'est nous les meilleurs, on est les seuls à comprendre et vous y comprenez rien à la crypto, et en gardant ce côté un peu élitiste. Ça rejoint un peu, on n'a pas encore prononcé le mot, c'est un peu des communautés d'incels quand même. Ouais. C'est-à-dire, quand tu vas, tu te dis, ils ont perdu leurs privilèges et du coup, ils accusent les gauchistes et les femmes d'être responsables. C'est un peu ce qui anime aussi les anciens. Ils se disent, mais regardez, nous, les pauvres petits hommes blancs, on est gentils et personne ne nous aime. Et du coup, ils sont entraînés dans ce genre de réseau. Ça regroupe aussi un peu tout ça. Donc, incel, masculiniste, viriliste, c'est des communautés qui se développent aussi beaucoup sur Internet, sur les forums dont tu parlais, Reddit, sur Twitter beaucoup maintenant, enfin X, etc. C'est un écosystème qui fonctionne très bien ensemble et qui s'auto-nourrit, on peut dire. Ouais, tout à fait. Et alors, je pense qu'on peut retrouver des images, mais c'est assez rigolo. Par exemple, je crois que c'est en 2023, ou 22. Je sais plus quand. La dernière fois qu'Elon Musk est venu à Vivatech. Donc Vivatech, c'est le grand salon de la tech qui est à Porte de Versailles, organisé par les Échos et Publicis. Et du coup, c'était Lévy, le boss de Publicis, qui accueillait Musk. Et Musk, quand il arrive, donc la salle était remplie. Il y avait des gens qui faisaient la queue. Était remplie ouais, la dernière fois, c'était en visio. Et la salle était remplie donc de jeunes hommes blancs avec des petites chemises bleues. Ils se ressemblaient tous, les mêmes cheveux, avec les mèches de riches. Et ils faisaient vraiment, les gens disaient, criaient Elon, on t'aime. Il y avait un truc, c'était assez hallucinant. Un peu flippant, ouais, c'était vraiment. Il y avait vraiment un truc très très impressionnant dans l'espèce de fan. Donc il faisait vraiment la queue pour le voir. Et c'est marrant, c'est aussi ce qu'on a retrouvé quand peu de temps après, il est allé chez les. Chez les jeunes néofascistes de Mélanie. Et donc, il a eu le même accueil. Et puis, de toute façon, les gens avaient à peu près la même tête aussi. Hein. J'ai peut-être retrouvé un truc, parce qu'on peut regarder très vite fait ce dont tu parles. Donc ça, c'était effectivement à Vivatech en 2023. Une vidéo du Parisien. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, tu vois, c'était vraiment... On va pas tout regarder, mais effectivement, ça montre les jeunes qui adorent Elon Musk, figure de réussite. Travaille pour British Tobacco. Ouais, bon, bref. Voilà les images dont tu parlais. Ouais, bah, alors moi j'y étais. Ah, c'est vrai. Tu faisais partie des gens qui disaient ouais, Elon Musk. Non, j'étais allé les voir. Voilà. Mais justement, voilà, rien que ça à raconter, c'est quand même fou. Quoi. C'était comme c'est un peu les images qu'on avait de Patrick Bruel, par exemple, des gens qui arrachaient leurs vêtements. Quoi. Enfin bref. Oui. Du coup, sur ce, voilà, il y a quand même un truc de privilèges perdus. Je reviens là-dessus. Et c'est ça qui mène aussi à l'espèce d'anti-wokisme. Donc Musk, en plus, il a un truc un peu perso vis-à-vis de ça, vu que un de ses enfants a changé de sexe et il l'a très mal vécu. Changé de genre, il a très mal vécu. Et accuse le monde du wokisme de... Parce que c'est ce qu'il entend par là, mais de ça. Et du coup, ça a vachement un lien avec tous ces jeunes hommes qui accusent les woke d'avoir empiété sur leurs privilèges, quoi. Voilà. Ouais, je vois dans le chat, effectivement, est-ce qu'Elon Musk n'est pas une forme de revanche des Blancs d'Afrique du Sud pour apartheid ?
Ça contribue peut-être à ce sentiment de privilège perdu, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, la question est très juste dans le sens où il faut pas oublier qu'il a été effectivement élevé à Pretoria dans des écoles de riches blancs. Et que à cette époque, pendant l'apartheid, les petits garçons blancs étaient vraiment élevés là-dessus, avec ce côté élite, raciste, privilèges qui leur sont dus. En tout cas, ça me semble très juste. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour du fameux non-corpus idéologique d'Elon Musk? Donc on a parlé de son côté libertarien, de son côté eugéniste, /long-termiste, /nataliste, beaucoup trop de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te semblent importants de noter Juste rappeler le mot extropien. Extropien. Ça me semble important, ouais. Bah, tu vas me l'apprendre, moi-même. Ouais, bah c'est vraiment le truc qui me semble important aussi. C'est extropien, c'est en gros dire que ils sont pas contre le fait qu'il y a un réchauffement climatique et contre l'idée qu'il y a un réchauffement climatique et que les ressources de la Terre sont limitées et qu'elles vont s'épuiser, etc. Ils l'intègrent, mais ils disent que de toute façon, c'est pas grave, grâce à notre super intelligence, on va conquérir l'espace et c'est un rêve un peu de désolation, quoi. C'est vraiment un truc où on se dit on ne va faire qu'avancer et laisser que des ruines derrière nous, quoi. Et derrière la conquête de Mars, faut pas oublier qu'il y a ça, quoi. Mais ça, c'est un truc qui est assumé, c'est des choses qu'ils disent très clairement. Ils disent tant pis si on est en train de détruire la planète, on en conquérera une autre. Puis c'est des choses qu'ils théorisent très clairement, qu'ils annoncent très clairement. Alors, ils disent pas très clairement qu'on va détruire la Terre, mais ils disent que oui, à cause du réchauffement climatique, etc., il faut conquérir Mars, et que de toute façon, c'est aussi à l'extérieur, sur les autres planètes, qu'on récupérera les ressources dont on a besoin pour maintenir notre niveau de vie. Donc c'est du technosolutionnisme poussé à l'extrême, quoi. Ouais. C'est vraiment... Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont pas contre le fait d'y aller à fond, d'un point, enfin, on peut revenir du coup, revenir à Trump comme ça, mais qu'ils espèrent beaucoup de Trump pour déréguler complètement la production de l'énergie, pourquoi pas relancer des centrales à charbon, que les crypto-monnaies les crypto-monnaies pas toutes, mais que le Bitcoin en particulier soit une technologie écocide, ça les dérange pas, parce que de toute façon c'est pas grave. Enfin, on ira chercher ce dont on a besoin ailleurs. Mais c'est vrai que tu viens de rappeler le lien avec Donald Trump. On avait fait un stream après la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines avec Olivier Tesquet, qui est journaliste à Télérama, spécialiste de l'extrême droite. Alors lui, il est plus sur l'aspect culturel, on va dire, d'Elon Musk, des réseaux sociaux, etc. Et donc on avait longuement discuté du rôle d'Elon Musk dans la victoire de Donald Trump, qui était en fait plus compliqué de dire juste bah oui, il l'a fait gagner, mais voilà, ça doit être retrouvable sur le YouTube de l'Humanité. Donc effectivement, vous en rappelez, ça date d'il n'y a pas si longtemps, mais Elon Musk qui avait lancé une cagnotte, pas une cagnotte, un loto, pour récolter des sous pour Donald Trump. Et donc effectivement, ça rejoint tous leurs intérêts communs de dérégulation à outrance. Ouais, puis il y a un peu de côté. En fait, en fond, il y a un peu un côté qui plaît beaucoup à Trump, qui est on est les meilleurs et on s'en fout des autres, quoi. Il n'y a pas très longtemps, ils ont trouvé des grosses réserves de lithium en Bolivie et Musk les veut et il dit si je peux pas les avoir, c'est pas grave, on fera un coup d'État. Et il y a un côté donc là c'est déjà tout de suite là demain si je veux ces ressources, donc je vais aller les chercher. Et voilà, il y a un peu cette logique là aussi, une fois qu'il y en aura plus sur la Terre, on ira les chercher ailleurs, c'est pas grave, ça. On rappelle le lithium qui sert à faire des batteries et donc qui sert beaucoup à Elon Musk dans Tesla, puis même dans SpaceX. J'imagine que le lithium ça sert aussi dans les fusées, je sais pas. Je crois pas, je crois que c'est vachement d'hydrogène et kérosène, mais alors je suis pas du tout un expert de... En tout cas, le lithium ça plaît beaucoup à Elon Musk pour Tesla, pour fabriquer ses voitures.
y a un sujet qu'on a très rapidement évoqué, c'est donc les réseaux sociaux. Une des actus récentes, c'est les déclarations de Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta. Donc Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, j'en oublie. Ouais, Threads. Thread, oui, bien sûr. Et puis Oculus. Donc, qui jusqu'à maintenant, alors c'était pas fait discret, c'était pas vrai, mais qui en tout cas avait été moins incisif et offensif que Elon Musk. Et donc là, il y a la semaine dernière, en fin de semaine dernière, il a annoncé que il suivait les pas. Il me semble que il le dit très clairement, il suit les pas de la politique de X, enfin de la politique d'Elon Musk sur X, en enlevant la modération, le fact-checking, en fait en enlevant les équipes, les gens qui travaillent dessus, comme sur X, ça les remplacer par les notes de la communauté. C'est-à-dire que c'est nous, utilisateurs, utilisatrices, qui nous auto-régulions, qui mettons des commentaires pour dire que cette personne ou ce compte est en train de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça dit, Mark Zuckerberg, qui dans les traces d'Elon Musk, ça inaugure quand même pas beaucoup de bien sur l'avenir des réseaux sociaux et de l'internet. Ouais, mais alors du coup, voilà, Zuckerberg se met dans l'illégalité vis-à-vis du droit européen, comme Musk, et du coup mise aussi sur Trump un peu pour le protéger et faire qu'il n'aura pas de conséquences. Il y a... Alors, je pense pas du tout que Zuckerberg ait des idées politiques tout court. Et je pense qu'il est juste très... il se met dans le sens du pouvoir, et en plus vraiment Trump l'avait menacé de passer le reste de sa vie en prison, donc il a dit ok. Parce que du coup il était accusé avant d'être démocrate, et puis en fait juste un peu avant, faut pas oublier que c'est sur Facebook qu'il y a eu le scandale Cambridge Analytica, qui a participé, rappeler rapidement ce que c'est qu'en gros une entreprise avait récupéré en faisant des tests de personnalité, un peu plus de les données personnelles, mais très poussées, c'est-à-dire il y avait plus de 1000 informations par personne sur 82 millions d'électeurs nord-américains, et ils s'en étaient servis pour les primaires aux États-Unis républicaines du coup de 2016, 15-16, je sais plus quand c'était les primaires. C'est 16, 20, 24. Ouais. Oui, c'est ça, donc 16. Et puis pour l'élection, et du coup c'était assez fin, c'est-à-dire c'était comment on allait utiliser on allait cibler par exemple des hommes noirs, et qu'on allait leur envoyer du contenu qui allait les pousser à l'abstention. Donc c'est des personnes qui votent traditionnellement démocrates, mais qu'on va les pousser à l'abstention parce qu'on n'arrivera jamais à les faire voter pour Trump, etc. Donc c'était vraiment assez donc beaucoup, qu'on allait miser sur le racisme, sur la peur des gens. Comme c'était basé sur des tests de personnalité, ils ont pu vraiment affiner comment on adressait les messages aux gens pour influencer leur vote. Donc de toute façon, c'est impossible en matière de sciences humaines de chiffrer les conséquences réelles de ça. Mais voilà, quand même, du coup, ça s'est passé sur Facebook, et donc c'était quand même un moment où les démocrates, par contre, on l'a vraiment accusé, Zuckerberg, déjà d'avoir fait le jeu des républicains. Donc puis après, c'était au moment de la victoire de Biden, c'est les républicains qui ont Zuckerberg. Voilà, c'est pas un... Et lui, à chaque fois, il est un peu désolé. Et il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Le Brésil a interdit Twitter. Pourquoi Musk fait peur aux Européens? Un pays vs un continent. Je suis pas sûr que c'est une question enfin, s'il y a une question de volonté, mais c'est une question de faisabilité. Le fait qu'un pays puisse décider, c'est une chose. Le fait que l'Europe puisse décider, donc c'est-à-dire que chaque pays membre puisse décider, c'est toute autre chose à mettre en place. Et surtout que ce qui est vachement brillant de la part de Musk là-dessus, c'est de réussir à vraiment diviser les Européens. C'est ça. En fait, il joue les uns contre les autres, et c'est pour ça que c'est très dur de faire appliquer quelque chose contre lui, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr que Giorgia Meloni, c'est même sûr que Giorgia Meloni, chef d'État italienne, décide aussi d'interdire Twitter, c'est impossible. Donc ce serait à chaque pays individuellement de décider. Donc
c'est compliqué. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent et bienvenue sur la chaîne Twitch de l'Humanité. Donc, du coup, je reviens à ta question initiale quand Oui. même, parce que. Du coup, voilà, je pense pas que Zuckerberg soit inconvaincu politiquement. Par contre, en fait, ce que je trouve du coup intéressant quand même dans ce que ça a dit, c'est l'énorme crise de confiance des médias. Alors aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et qu'en fait, les partenariats que Facebook avait noués avec les équipes de fact-checking, globalement, marchaient mal. Ouais. En fait, Facebook rémunérait 80 médias dans je ne sais plus combien de pays, mais en 26 langues, pour faire du fact-checking. Et ça marchait quand même très mal, ça coûtait cher à Facebook. Bon, au moins, ils se mettaient dans le droit. Mais, en France, il y avait l'AFP, je crois, qui participait. Je ne sais pas s'il y a d'autres médias qui participaient. Je crois que France Info. Mais France Info, ouais. Et de toute façon, du coup, c'est un truc qui est aussi utilisé par Zuckerberg, Musk aussi aujourd'hui, pour dire que le fact-checking, c'est de l'idéologie aussi. Et voilà, ça se discute. Mais on peut en discuter, et je pense que le chat voudra aussi en discuter sur l'intérêt globalement du fact-checking. Qu'est-ce que c'est que ce mot, à quoi ça sert? Parce qu'en fait, le fact-checking, donc, c'est vérifier l'information, et ça part du principe qu'il y a une information vraie et que les autres sont fausses. Ce qui peut s'argumenter, mais c'est mettre de côté le fait que tout le travail de n'importe quel journaliste, qu'il l'assume ou non, c'est un travail qui est d'une certaine manière biaisé, puisqu'on parle d'une certaine position, d'un certain média, voilà. Donc même si on est honnête dans ce qu'on raconte, si on vérifie nos informations, on ne peut pas dire que toutes les informations sont justes, sont vraies. Et en fait, le principe du fact-checking part de ce postulat. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Bah ouais, oui. Il y a les faits, on peut rappeler les faits, ça on peut se mettre globalement tous d'accord sur les faits, mais après il y a leur interprétation, et là où la neutralité, je suis partisan du fait que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui seront partisans de dire que la neutralité journalistique n'existe pas. Bah ouais, et j'en sais rien. Alors voilà, il y a dans le chat, tu parles d'infos orientées, de fact-checking vachement orienté sur le génocide palestinien. Moi, j'avais un autre exemple sur les fact-checking de France Info. Alors, je sais plus qui c'était, mais peut-être Sophie Binet de la CGT qui avait dit sur France Info que la première dépense de l'État français, c'était les aides aux entreprises. Le lendemain, elle se fait fact-checker, donc une journaliste qui arrive et qui dit non, les premières dépenses de l'État, c'est l'éducation nationale, parce que en fait, dans les aides directes aux entreprises, ça fait genre 30 milliards, donc c'est moins. Mais elle avait estimé que les crédits d'impôt et l'abattement de cotisation fiscale, ce n'était pas une aide aux entreprises. Alors que... parce que c'est pas un don direct, mais bon, ça reste un manque à gagner pour l'État. Et du coup, voilà, nous, à l'UMA, on estime que c'est une aide aux entreprises, et que donc, les aides aux entreprises sont bel et bien le premier poste de dépense de l'État. Mais du coup, là, en voyant juste un truc comme ça, on voit que c'est rien que ça, c'est idéologiquement marqué, quoi. Donc, et c'est du fact-checking. Et là, en plus, le truc, c'est que dire... c'est aussi un peu une faillite du journalisme audiovisuel. Non, mais on peut très bien être critique du journalisme audiovisuel, on peut très bien être critique de Twitch ici. C'est aussi de se dire qu'ils prennent pas, ils prennent des présentateurs qui sont pas des gens qui tiennent les dossiers, donc ils sont pas capables de contredire en direct ou de dire non, là vous dites une bêtise, les faits sont pas là. Donc en fait, tu es obligé de revenir plus tard pour dire, alors que les gens ont déjà oublié, et finalement c'est déjà passé. Et puis en plus, tu fact-check, quoi. Tu fais un fact-checking par jour, du coup, qui tu choisis de fact-checker, rien que ça, ça peut être idéologiquement marqué. Donc plutôt que de mettre en plateau des journalistes spécialisés, peuvent contredire, donc ils mettent... c'est un choix qu'ils font pour l'audience, mais du coup, ils ont du mal à contredire directement c'était un avis personnel. Désolé. Non, mais c'est très bien qu'on puisse en discuter. Je vois que ça fait aussi réagir le chat. Ça y est, évidemment, la question arrive. Les médias ont-ils intérêt à quitter le réseau X? Et quelles alternatives? Mastodon décentralisé. Attends, je remonte. Il faut aller sur Mastodon de toute façon. T'es un partisan de Mastodon? Ouais.
Attends, je remonte le chat. Attendez, il y avait une question. Y a-t-il d'autres réseaux sociaux alternatifs à part Mastodon? Bah, il y en a plein qui émergent régulièrement, mais en fait, c'est toujours le même problème. À qui ils appartiennent, par quelles règles ils sont régis, parce il y a Threads qui était présenté à un moment donné comme le rival et comme le remplaçant de d'X, sauf que bah, Threads c'est Meta, donc c'est aussi Zuckerberg. Donc, enfin, les questions, pas les mêmes questions, mais d'autres questions se posent. Blue Sky, bon, ça, on sait pas trop. Mastodon, alors Mastodon, il faut aller sur Mastodon. Je dirais que si tu as un message à faire passer aujourd'hui, c'est aller sur Mastodon. Ouais, puis de plus généralement, tout l'écosystème en fait autour de Mastodon qui est intéressant parce que voilà, c'est un truc où il y a vraiment de la portabilité des données. On peut utiliser un Mastodon pour parler avec quelqu'un qui n'a pas forcément Mastodon. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. On pourra peut-être refaire un autre sujet là-dessus, mais on est en débat à l'UMA sur est-ce qu'il faut quitter ou pas X. Alors j'avoue, j'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non. Ah ouais, je comptais justement sur le tien. Je pense qu'il faut ouvrir un débat, mais en fait, je sais pas si c'est la bonne manière de se poser la question. On en parlait hier soir au bouclage avec Rosa Moussaoui, rédactrice en chef de l'UMA. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, parce que si on quitte X aujourd'hui sans se dire clairement pourquoi on quitte X, demain pourquoi, enfin, ouais, est-ce qu'on quitte Facebook si ça dégénère, est-ce qu'on quitte Threads, est-ce qu'on Instagram, quitte Insta, TikTok, du coup, ça on n'en a pas encore parlé, mais donc TikTok, il y a un projet de rachat par Elon Musk. Ouais, et du coup, voilà, c'est ça. Est-ce que, du coup, plutôt définir, et donc là, on va rentrer en débat dans la rédaction, visiblement, c'est définir les principes qui font pourquoi on est sur un réseau social, et qu'est-ce qu'on en veut, quelles sont nos limites, etc. C'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut prendre le truc, mais à mon avis. Je vois Mathilde, la modératrice de l'Humanité, qui dit est-ce qu'on met les réseaux sociaux au chômage? Bah oui, c'est vrai que si on quitte tous les réseaux, Mathilde, tu n'aurais plus de travail. Non, faut pas. Mais non, mais en fait, c'est important qu'on vous en parle parce que donc Mediapart a fait le choix de quitter X, Ouest France a fait le choix de quitter X. Il y a des mouvements de certains élus politiques en ce moment. Je pense notamment à Marie Tondelier, Sandrine Rousseau, je crois, qui en fait, dans la perspective de l'investiture de Trump le 20 janvier, appellent tous leurs sympathisants et tous les élus progressistes à quitter X. J'ai aussi vu des gens du groupe écologiste dire que eux ils resteraient. Donc c'est vraiment un débat qui est loin d'être tranché à gauche dans les médias, etc. C'est une question extrêmement délicate. Peut-être pour résumer, sans forcément donner notre position, mais pour résumer les arguments pour, les arguments contre. Les arguments pour quitter X, ce serait de dire que c'est pas un espace propice pour le débat. Pour disons apporter des informations justes et vérifiées, que c'est en fait un environnement trop difficile pour les médias progressistes, pour les élus progressistes, pour globalement toutes les formes progressistes, que c'est en fait un endroit qui est trop compliqué de vivre et qui nous fait plus de mal qu'autre chose. Les arguments pour rester sur X, c'est plutôt de dire que en fait, si on déserte tous les endroits où on n'est pas dans des bonnes conditions, on va finir par déserter beaucoup de choses. Donc X d'abord, et puis ensuite la question se pose pour on le disait, pour Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et que si au bout d'un moment on quitte tous les réseaux en fait qui fonctionnent, où il y a le plus de gens, comment aussi on fait pour peser dans la bataille culturelle? Bien sûr, ouais. Et est-ce que de donner ces deux positions, ça résume un petit peu les débats qui animent beaucoup de gens en ce moment? Est-ce que j'oublie des choses? Bah oui, j'ai l'impression. Après, alors moi j'aime bien du coup utiliser, proposer un pas de côté et voir quelque chose aussi de positif dans ce débat-là. C'est aussi de se dire que permet de se rendre compte, en tout cas ce débat, que les technologies sont pas neutres. Et c'est quand même un cheval de bataille que j'ai depuis que je travaille sur ces dossiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit avec ce débat sur X, qu'on commence à le voir. Puis je ne sais pas si les utilisateurs le ressentent, mais que qu'on n'est pas simplement dans un truc de bulle de filtre. C'est-à-dire que les algorithmes ne font pas que nous enfermer pour nous maintenir sur les plateformes et qu'on consomme de la publicité. Il y a aussi tout un potentiel idéologique qui à chaque fois derrière les médias et les réseaux sociaux, et que c'est pas transparent, quoi, et qu'on ne sait pas ce qui se passe et que c'est un problème. Et ce serait important effectivement qu'on prenne ça aussi en compte dans la question de rester ou pas rester, pourquoi faire, etc. C'est qu'on fasse aussi cet
effort de pédagogie, de se dire ces outils sont pas neutres. Par exemple, Facebook nous pose problème à l'UMA parce que il dévalorise énormément les contenus qu'il considère comme politiques. Et du coup, on est très peu mis en avant, on a beaucoup de mal à se mettre en avant. À être mis Sur en Facebook, avant, là, tu parles de Facebook. Hein. ouais. Ouais. Et du coup, oui, parce que X, ok, on sait que maintenant, puis on sait à quel point l'algo commence à être trifouillé pour pousser d'abord les publications de Musk, mais aussi les publications qui vont être d'extrême droite. Du coup, voilà, c'est se dire, il n'y a pas un réseau social qui est neutre. Et je fais un peu aussi d'ailleurs la différence entre réseau social et média social, parce que je pense qu'il y a une différence entre Facebook et LinkedIn, où on est là pour faire du réseau, du lien, parler à ses proches, rencontrer des gens, et Twitter et TikTok, qui sont... TikTok, c'est moins de 2% des comptes qui publient régulièrement du contenu. Enfin, je parle pas de republier ou de partager quelque chose, mais qui créent du contenu, quoi. Et Twitter, c'est 10%. Donc là, on est plutôt dans le fait de consommer du contenu créé par quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, je vois que ça agite beaucoup le chat. Je vois des gens qui disent signer la pétition Humanité quitte X. Je vois d'autres qui disent il faut absolument rester pour qu'on continue d'exister. Donc vous voyez bien que c'est un débat qui vous agite, qui nous agite, qui agite beaucoup de monde et la question est loin d'être réglée. J'avais juste vu aussi une question de quelqu'un qui parlait qui demandait juste des précisions sur TikTok et Musk. Pour faire simple, en gros, il y a une loi qui est passée aux États-Unis qui dit qu'en gros, TikTok peut pas rester là comme elle est parce que pour des raisons d'espionnage, de propagande, de manipulation de la jeunesse, etc. En fait, TikTok, c'est une entreprise chinoise au départ. Hein, c'est ByteDance, c'est une multinationale chinoise, alors qui avait déjà fait quelque chose, qui avait déjà créé en fait une filiale aux États-Unis qui était indépendante, qui est cotée en bourse aux États-Unis. Et de la même manière qu'il y a un TikTok chinois qui s'appelle Douyin et qui n'est pas du tout le TikTok auquel nous on a accès, qui est bien plus réglementé, j'imagine. C'est contrôlé. Ça. Il est plus positif aussi. Il y a des trucs, il est un peu plus éducatif. Quand il y a un énorme contrôle d'âge qui fait que si on a moins de 40 ans, on peut pas y passer plus de 40 ans. De 14 ans, on peut pas y passer plus de 40 minutes par jour. Donc il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas. C'est pas le même du tout média social. Mais bon aussi, il avait été jugé vulgaire, etc. Donc, et de corrompre la jeunesse chinoise aussi. Donc le gouvernement chinois et américain états-uniens sont d'accord là-dessus au moins. Mais du coup, il y avait une filiale TikTok US. Ça avait permis un peu de calmer la régulation nord-américaine là-dessus. Et maintenant, ça suffit plus. Et du coup, il faut que TikTok US soit vendu ou fermé. Alors, il y a encore une décision de la Cour suprême en attente, mais c'est ce qui leur pend au nez. Et du coup, il y a eu confirmation ni de la part de TikTok, ni de la part de Musk. Mais visiblement, Bloomberg, cette nuit, a dit qu'il était question que Musk rachète TikTok US. Mais voilà. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais bon. Ça aurait une relative cohérence dans le sens, du point de vue de Musk, où c'est il y a une logique, une proximité en fait entre TikTok et Twitter. En fait, moi, je suis pas sur TikTok. j'ai résisté. Je me disais que j'allais pas passer trop de temps, mais j'ai quand même l'impression que c'est un public plus jeune globalement que sur Twitter, non ? Que Twitter, on est plutôt sur du 25, 35, un truc comme ça, alors que TikTok, on est aussi sur des jeunes adolescents, voire des enfants, quoi. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle cible pour Elon Musk, j'en sais rien. Mais de toute façon, maintenant sur Twitter, en gros, j'ai l'impression que les 3/4 du contenu proviennent de TikTok. Oui, c'est vrai. Donc il y a cette proximité là, et puis après il y a un peu cette tentation de faire qu'en fait ce média social où on consomme comme ça un peu passivement du contenu, ce soit de toute façon Musk l'avait expliqué déjà plusieurs fois qu'il voulait faire de X une everything app. C'est-à-dire que X, ce soit sur X qu'on s'informe, donc avec du contenu écrit par intelligence artificielle,
que ce soit aussi X, ce soit ton portefeuille de crypto, que ce soit un espace de plus en plus gros. Et en fait, ByteDance fait un peu la même chose avec TikTok, c'est-à-dire que Biden, on parle bien de l'entreprise chinoise et pas la de multinationale pas de qui l'ancien possède, président. ByteDance. Ah, ByteDance, voilà. Et, et, par exemple, il y a déjà des fonctionnalités qui sont en test chez TikTok, par exemple, où si, j'en sais rien, sur un créateur de contenu qui fait une danse ou j'en sais rien, et derrière, par exemple, là, le meuble, si vous êtes fan du fauteuil violet, là, et que vous le voulez chez vous, et ben, en fait, vous pouvez cliquer dessus et le commander directement. Et donc, voilà, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont en train d'être ajoutées chez X et chez TikTok, que ce soit pour à but de propagande ou pour faire beaucoup plus d'argent. Je vais vous poser des questions un peu longues dans le chat. Donc c'est purement une raison de fake news, mais c'est Twitter qui produit ces fake news, c'est que Twitter ne fait rien contre. Après, il vient la question de comment lutter, mais je me dis surtout pourquoi Twitter en particulier et pas les médias, TV, etc. Bah, le problème de Twitter, c'est effectivement les fake news, mais c'est pas que seulement les fake news. C'est aussi le fait qu'ils mettent en avant, ce qu'on disait, des contenus racistes, antisémites, sexistes, homophobes, etc. C'est-à-dire, il y a les fake news, mais il y a aussi toute la propagande réactionnaire qui est en cours. Serait-ce possible d'expliquer les différences principales entre les réseaux propriétaires, comme celle de Zuckerberg et Musk, avec les décentralisés comme Mastodon, concernant l'aspect démocratique au pétard? T'as quelques heures devant toi, Pierrick. Bah, en gros, tout simplement, Mastodon, comment ça fonctionne, c'est qu'en gros, on peut créer enfin, en gros, c'est décentralisé. C'est-à-dire que l'instance où je suis de Mastodon, Piaille, est hébergée chez Octopus et son règlement d'utilisation est déterminé par l'hébergeur. On est d'accord, on le respecte, il est modéré, etc. Et donc, en fait, on a nos règles d'utilisation de notre instance Mastodon, mais cette instance Mastodon, donc c'est les règles auxquelles on s'engage de respecter, mais on peut aller voir des gens sur Mastodon. Par exemple, il y a une instance Mastodon de la Quadrature du Net, il y a une instance, voilà, et du coup, il y en a plein. Et alors, celle de la Quadrature du Net est vachement bien, mais elle est pleine. Ils sont victimes de leur succès. Et du coup, voilà, on a accès à tout, mais juste sur notre instance, voilà, on est là. Ouais, salut le Moicast, bienvenue ici. Mastodon, c'est sympa, mais c'est un truc pour les gens qui kiffent Linux. Est-ce que tu kiffes Linux, Pierrick? Est-ce que tu fais partie de cette caricature ou pas? En théorie, je devrais aimer Linux, mais je suis trop fainéant au quotidien pour m'y mettre plus que ça. Donc non, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que ça. Mastodon, est-ce que c'est aussi open source, comme on dit? Est-ce qu'on a accès au... C'est libre. C'est libre. Donc c'est-à-dire qu'on a accès au code Mastodon et du coup les potentiels algorithmes qui régissent le site ne sont pas cachés. On peut y avoir accès. Ce qui est aussi le problème dans beaucoup de réseaux sociaux, c'est que en fait on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. On voit les effets de ces algorithmes, mais c'est difficile d'y voir un peu clair. Donc c'est globalement les logiciels libres, donc open source. C'est souvent aussi une solution pour savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour souvent, contrôler, il n'y a pas d'algo de recommandation dans les instances Mastodon. C'est-à-dire c'est un peu comme l'ancien Twitter où on avait le mur de tout ce qu'on suivait qui s'affichait. Comme prévu, je savais que ça vous animerait le chat, ces questions. Non, le Moicast, ils n'ont pas accès au DM normalement. Mais en fait, Mastodon vient de changer sa manière de faire des DM. Donc, comment ça s'appelait? J'ai déjà oublié le terme. Mais il y a un terme, tu sais, pour l'interopérabilité. Ouais, c'est ça. Mais le terme en anglais, il y a un truc, un mot marrant que j'ai oublié. Ah bah j'en sais rien, ça me dit rien. Ah bon, peu importe. Donc l'interopérabilité, c'est un petit peu ce dont tu parlais, c'est-à-dire que la possibilité
que, par exemple, d'être en contact avec les gens Ouais. sur Twitter, par exemple, alors que toi, tu n'as pas Twitter. Si toi, tu n'es que sur Facebook et Mastodon, l'interopérabilité fait que tu peux communiquer avec les gens de Twitter sans avoir besoin C'est ça. d'être inscrit à l'application. Et ça, ce serait une autre des solutions pour favoriser. Parce que du coup, les effets que ça aurait, ce serait que les utilisateurs utiliseraient seraient moins prisonniers des applications qu'ils et elles utilisent. C'est-à-dire qu'ils seraient dire ok, en fait, Twitter, là, ce que c'est en train de devenir, ça me convient plus du tout. Mais bon, j'ai pas, enfin, je peux pas partir. J'ai trop de contacts. Professionnellement, c'est trop important, etc. Donc, je suis obligé d'y rester. C'est ça. Avec cette interopérabilité, on pourrait se dire, bah, ok, Twitter, c'est en train de devenir n'importe quoi. Donc, je m'en vais et avec mon compte Mastodon au hasard, je peux continuer à accéder à tous les contenus. De Twitter. Donc ce serait d'autres pistes de solutions. Et d'ailleurs, dans une version du Digital Market Act, il y avait ça. Ouais. Il y avait cette exigence d'interopérabilité. C'est pas passé parce que voilà, c'est le principe du logiciel propriétaire est culte chez tous les GAFAM. Mais effectivement, dans tout le monde du fait divers, je l'ai vu passer aussi. Ah voilà, le fait divers, c'était ça le mot que je cherchais. C'est pas un mot anglais, mais c'était un mot qui me faisait rire, fait divers. Le fait divers, ouais. Ça, c'est du coup, c'est l'écosystème, notamment autour de Mastodon, mais en gros de tous les. Mais en fait, il est aussi éventuellement question que... Alors, j'en sais rien. Musk arrête pas de promettre qu'un jour il va donner le code de X. On ne sait pas s'il va le faire un jour, mais en gros, voilà, il y a cette idée. Donc ouais, ça permet cette interopérabilité. C'est ce qu'on a déjà, par exemple, chez les services mail. Ils sont interopérables. On peut être chez Gmail ou chez La Poste ou chez Proton Mail et s'envoyer des mails. Et ça fonctionne en fait. Oui, c'est ça. Donc c'est pas des vues de l'esprit, c'est pas complètement utopiste d'imaginer des réseaux sociaux interopérables. Non. Ce serait faisable et même techniquement, je pense que ça impliquerait beaucoup de moyens, mais c'est pas du tout quelque chose d'insurmontable. Zuckerberg le fait dans le Zuckerbergverse, peut-être, c'est-à-dire qu'il rend petit à petit interopérable Threads et Insta, c'est clair. Et Facebook, effectivement. Facebook et WhatsApp, ça arrive. Maintenant, tes comptes sont liés et que quand tu es sur Instagram, on te suggère des potentiels amis, enfin je sais plus comment ça s'appelle sur Threads, etc. Donc c'est effectivement possible et assez facilement. Et après, il suffit d'interfacer les messageries, par exemple, pour le faire. Bah oui. L'interop de Twitter est devenu Blue Sky en fait. Je suis pas encore resté sur Blue Sky pour bien comprendre comment ça marche. Mais oui, alors s'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est que nous à l'humanité pour l'instant on est partout. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Blue Sky. Mastodon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le si, ouais. Mais alors on a un script qui, en fait, tout ce qu'on publie sur c'est Fabrice qui a fait ça. Que tout ce qu'on publie sur Twitter passe. Fabrice Chailloux, qui est responsable du numérique. Je sais pas exactement c'est quoi son titre, mais en tout cas, c'est lui qui fait en sorte que le site fonctionne bien. Et voilà. Directeur technique, je crois. Directeur technique du numérique, un truc comme ça, ouais. Un big up à lui. Bon, écoutez, les amis, est-ce que Pierrick, tu avais encore d'autres choses à nous raconter? Est-ce que des éléments sur lesquels tu voulais revenir? Parce que comme il n'y a rien après, c'est juste la fin qui dicte nos. La fin FIM. Voilà, la fin FIM dicte la fin FIM du stream. Non, je trouve que c'est pas mal. Hein. Très bien. Je sais pas s'il y a d'autres. Oui, c'est vrai que Blue Sky, alors j'avoue, c'est vrai que c'est interopérable aussi, mais j'y suis pas allé, j'avoue. En fait, je me suis inscrit il y a longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un moment, il fallait être parrainé par un utilisateur ou une utilisatrice de Blue Sky. Donc moi, j'avais été parrainé, donc je m'étais inscrit. Mais j'avoue que pour l'instant, j'y vais que très peu. Mais pareil, Threads, je me suis inscrit, j'y vais pas. Pour l'instant, je reste encore beaucoup sur Twitter et sur Instagram. Je me dis, quitte à quitter Twitter, autant aller sur un truc libre, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est libre maintenant, d'accord. Donc il n'y a pas besoin d'être parrainé pour s'inscrire sur Blue Sky. C'est bien d'être partout pour l'instant. Nimo, à ajuster à l'avenir si la go Twitter invisible trop pour être
découvrable par d'autres que l'audience attendue. Bah, moi, je vous avoue, c'est un peu ma position. Je pense que c'est bien qu'on multiplie nos canaux de diffusion et comme ça nous laisse plus de liberté pour dire bon bah là en fait parce qu'en fait il faut aussi dire que pour l'instant Twitter et Instagram c'est les deux réseaux qui nous rendent le plus visibles. Si on lâche l'un ou l'autre ou les deux, la visibilité de l'humanité sur les réseaux, enfin sur Internet globalement diminue beaucoup. Donc effectivement en multipliant les canaux de diffusion, en multipliant les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de contourner tout ça. Bon, bah voilà, je pense que les discussions pourraient durer plusieurs heures. Vous l'avez vu, c'est des discussions qui animent aussi la rédaction. Les décisions ne sont pas prises. Je pense que d'ici la fin du mois, on saura si on reste, si on quitte, pour aller où, etc. Voilà. On va en discuter, je crois, vendredi dans les réunions. Ouais, c'est ça. Ça va être un des thèmes. Attends, vendredi. Des réunions de chefs. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis pas chef, donc je vais pas en réunion de chef. Moi non plus. Toi, tu n'es pas chef. On n'est pas des chefs ici. Après, on peut avoir les deux. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à toutes et tous qui nous avez rejoints, qui vous nous avez écoutés, regardés. Merci aux raideuses de Haut Poste. Je vois quand même qu'il y a pas mal de questions sur les alternatives, machin. Ouais. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire, je sais pas, on en discutera, mais un truc avec les copains, notamment de Framasoft, si on pouvait faire un truc pour montrer en fait. Et puis montrer les alternatives libres. Peut-être faire je sais pas, c'est très Startup Nation ce que j'imagine, mais de faire un peu un tableau sur avantages, inconvénients, ce qui est possible de faire, de pas faire, logiciel libre ou pas, open source ou pas, pour avoir un peu une carte de ce qui existe, des alternatives et des points positifs et négatifs. Et Framasoft, du coup, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Ils ont fait une campagne depuis plusieurs années qui s'appelle Dégooglisons Internet, mais du coup maintenant qui est pas contre Google, mais qui est plutôt centré sur les GAFAM et qui propose très souvent des alternatives libres et souvent décentralisées à tous les trucs privatifs qu'on utilise au quotidien. Je suis hyper chaud d'avoir des retours sur les alternatives parce que c'est trop usant de tous tester. Bah ouais, c'est clair, ouais. Okay. Mais on pourrait faire même des démos d'utilisation en direct, en fait. Ouais, c'est clair. Ce serait des bonnes idées, ça. Je note. De faire des papiers, peut-être des tableaux explicatifs, et puis ensuite de faire des streams. On teste avec les gens, on montre aux gens comment on s'en sert, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Non, ça on avait fait un truc un peu comme ça à la fête de l'humain, mais qui était galère techniquement, qui était quels outils numériques pour la lutte sociale. Et on peut peut-être un peu le... Oui, parce que tu le rappelles, à la fête de l'humain, ça fait quelques années maintenant qu'il y a un nouvel espace. Comment il s'appelle cet espace? L'espace numérique. Sciences et numérique. Sciences et numérique, voilà. Ouais, avant, on partageait l'espace numérique avec l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, c'est avec l'espace sciences. On se partage les espaces d'exposition et de débat. Je répète l'alternative pour Insta, Pixelfield. Ouais, non, mais j'imagine qu'il y a plein de choses qui existent. Je connais pas non plus. Vous pouvez aussi, si vous voulez mieux comprendre tout cet univers et pourquoi pas découvrir des alternatives, suivre le travail de Pierrick Marissal sur l'humanité. Donc, je le disais, tu es journaliste à la rubrique Capital Travail, spécialiste notamment du numérique et des enjeux politiques qu'il pose.